Martin a appris à faire bien des choses. Dans le courant de la première semaine, en une après-midi, les deux hommes livrèrent 200 chemises blanches. Joe manœuvrait la machine, composée d'un fer chaud accroché à un ressort d'acier qui fournissait la pression, repassait ainsi le plastron, les poignets, le col, dont il retournait les coins en angle droit et qui terminait par un impeccable glaçage. Aussitôt la chemise finie, il la lançait sur un râtelier où Martin la prenait et en repassait tout ce qui n'était pas empesé. C'était un travail éreintant qui se poursuivait pendant des heures sans arrêt à toute vitesse. Sous les spacieuses vérandas de l'hôtel, des hommes et des femmes, tous de blanc vêtus, suçaient des boissons glacées, en se maintenant à une agréable température. Mais dans la blanchisserie, l'air était accablant. Le grand fourneau ronflait, rougi à blanc, et des fers passés sur le linge mouillé s'élevaient des nuages de vapeur. Ces fers étaient différents de ceux dont se servent les ménagères et dont elles éprouvent la chaleur du bout de leurs doigts humides. Comme il leur fallait une chaleur bien plus élevée, ils les essayaient en les rapprochant de leurs joues. Martin admirait ce procédé sans toutefois le comprendre. Quand les fers étaient trop chauds, on les accrochait à des tringles de fer et on les trempait dans l'eau froide. Cette opération demandait également un coup d'œil précis et sûr. Une fraction de seconde de trop et tout était à recommencer. Martin se félicita de la précision qu'il avait acquise, quasi automatiquement, et basée sur l'observation de symptômes presque impondérables. Mais il n'avait pas beaucoup de temps de réfléchir ni de se féliciter, et tout son moi conscient se concentrait sur sa besogne. Son cerveau et son corps sans cesse en action n'étaient plus qu'une machine intelligente. Les problèmes insondables de l'univers n'y trouvaient plus de place, et il leur en interdisait l'accès. Son être entier n'était plus qu'un réduit étroit, la cabine directrice qui dirigeait les muscles de ses bras, de ses doigts agiles. Ceux-ci à leur tour dirigeaient les fers rapides et leurs longues glissades fumantes, mesurées à 1 millimètre près, le long d'interminables manches de dos et de côté. Puis le même bras, mécaniquement, lançait la chemise au râtelier approprié sans la froisser, et en saisissait immédiatement une autre. Et ça pendant des heures et des heures, torrides, au cours desquelles tout le monde pantelait sous le soleil californien. Mais dans la blanchisserie surchauffée, on n'avait pas le temps de panteler. Les clients au frais sous la véranda avaient besoin de linge propre. Martin ruisselait de sueur. Il buvait d'énormes quantités d'eau, mais la chaleur était si grande qu'elle s'évaporait en transpiration avant même de parvenir à son estomac. Autrefois en mer, son travail lui laissait presque toujours assez de loisirs pour qu'il puisse se retremper en lui-même. Le patron du bateau était le maître de son temps, mais le patron de l'hôtel était le maître de ses pensées également. Il ne pouvait plus en avoir que pour ce travail qui éreintait le corps, qui exaspérait les nerfs. En dehors de ça, impossible de penser. Il ne savait plus qu'il aimait Ruth. Elle n'existait pas, car il n'avait pas le temps de se souvenir d'elle. Le soir, seulement, lorsqu'il tombait sur son lit ou bien au petit déjeuner, de fugaces visions d'elle lui apparaissaient. « C'est l'enfer, hein ?» dit un jour Joe. Martin répondit par un signe de tête irrité. La constatation d'un fait aussi flagrant était inutile. Pendant le travail, il ne parlait pas, toute conversation en interrompait le cours automatique. Cette fois-ci, Martin manqua un coup de fer et fut obligé de faire 2 mouvements de plus pour rattraper le courant. Le vendredi matin, ce fut au tour de la lessiveuse. 2 fois par semaine, il faisait le gros linge de l'hôtel. Draps, têtes d'oreiller, nappes et serviettes. Ensuite, il s'attelait à l'empesage du fin, travail long, ennuyeux et délicat, auquel Martin se mit plus difficilement et qui ne pouvait s'apprendre que par tâtonnement, la moindre erreur pouvant être désastreuse. « Regarde ça, dit Joe, en lui montrant une combinaison arachnéenne qu'il aurait pu dissimuler tout entière dans le creux de sa main. Abîme-moi ça, et ça te coûtera $20 sur ton mois. » Mais Martin, bien que sa tension nerveuse augmentât de plus en plus, relâcha sa tension musculaire et n'abîma rien. Il prêta même une oreille sympathique au blasphème de Joe, soufflant et peinant sur les ravissantes fanfreluches que portent les femmes qui ne repassent pas leur linge elles-mêmes. Le repassage de fin était le cauchemar de Martin comme celui de Joe. C'est le repassage de fin qui les privait de quelques minutes de pause. Tout le jour, ils y travaillaient. À 7 heures du soir, ils le quittaient pour cylindrer le linge d'hôtel. À 10 heures, quand les clients allaient dormir, les 2 blanchisseurs transpirent encore sur le repassage de fin. Jusqu'à minuit, 1 heure, quelquefois 2 heures du matin. À 2h30, ils s'en allaient. Le samedi matin, on mit des bouchées doubles, et à 3 heures, le travail de la semaine fut terminé. « Tu vas pas t'appuyer les 75 km d'ici Auckland après ce turbin ?» demanda Joe. Lorsque, assis sur l'escalier, ils allumèrent une cigarette bien méritée. « Il le faut, » répondit-il. « Pourquoi, à cause d'une fille ?»« Non, pour économiser 2,50 $ et changer des livres à la bibliothèque. »« Pourquoi tu les envoies pas par l'express ? Ça te coûterait moins d'$1. » Martin réfléchit. « Tu te reposerais demain, insista l'autre. T'en as besoin, moi aussi, je suis vanné. » Il en avait bien l'air. Infatigable, n'arrêtant jamais, luttant toute la semaine pour gagner 1 minute ou 1 seconde de plus, il tournait les difficultés, surmontait les obstacles, colosse d'énergie inlassable, moteur humain à marche incessante, démon d'acier, et une fois sa tâche finie, il tombait dans le coma. Il se traînait, hagard, et sa belle figure se creusait de fatigue.
Tout son feu, tout son ressort avait disparu, et le moral était à zéro. Et la semaine prochaine, tout sera recommencé, dit-il, tristement. Pourquoi faire? Pour arriver à quoi, hein? Quelquefois je voudrais être cheminot. On travaille pas et puis on est nourri. Bon, putain, un verre de bière me ferait plaisir. Mais j'ai pas le courage d'aller jusqu'au village pour ça. Reste donc ici et envoie tes livres par l'Express ou bien tu n'es qu'un imbécile. Mais que vais-je faire tout le dimanche, demanda Martin. Tu te reposeras. Ne te doute pas combien tu es fatigué. Moi je suis si éreinté le dimanche que je peux même pas lire les journaux. Une fois je suis tombé malade de la typhoïde, à l'hôpital, 2 mois et demi sans rien faire. Ah ça, c'était vivre. C'était vivre, répéta-t-il rêveusement un instant plus tard. Martin, après avoir pris un bain, s'aperçut de la disparition du blanchisseur en chef. Il devait être allé boire son verre de bière, se dit Martin, et il décida que les 700 mètres à faire jusqu'au village étaient un trop long voyage pour lui. Il s'étendit sur son lit après avoir enlevé ses chaussures et s'efforça de reprendre ses esprits. Il n'essaya même pas de lire, il ressentait une fatigue trop grande pour avoir sommeil. À demi inconscient, stupéfié d'éreintement, il demeura là jusqu'au dîner. Joe ne vient pas. Et lorsque Martin entendit le jardinier annoncer qu'il devait probablement être en train d'user ses coudes sur le zinc du bar, il comprit la raison de son absence. Martin alla se coucher immédiatement après et décida le lendemain matin qu'il était très reposé. Joe était toujours absent. Martin se procura un journal et s'assit à l'ombre d'un arbre. La matinée s'écoula, il ne sut pas comment. Il n'avait pas dormi, personne ne l'avait dérangé et il n'avait pas terminé son journal. Il revint au même endroit l'après-midi, après déjeuner, et cette fois, il s'endormit. Ainsi passa le dimanche, et le lundi matin, il fut au travail, triant le linge, tandis que Joe, gémissant, blasphémant, actionnait la lessiveuse et préparait le savon mou. « Je peux pas m'en empêcher, expliqua-t-il. Quand le samedi soir arrive, il faut que je me saoule. » Une autre semaine s'écoula, d'éreintantes journées, d'intolérables nuits à l'électricité, jusqu'au samedi après-midi à 3 heures, où Joe savoura un instant de contentement, et partit ensuite au village. Oublié. Le dimanche de Martin fut pareil au précédent. Il dormit à l'ombre des arbres, jeta un vague œil sur le journal et passa de longues heures allongé sur le dos, sans rien faire, sans penser. Il était trop abruti pour penser, bien qu'il fût mécontent de lui-même. Il se dégoûtait, comme s'il avait subi une dégradation morale, une diminution de sa valeur intrinsèque. Tout ce qui le rendait semblable aux dieux était annihilé. Aucune ambition ne l'épronnerait plus. Son âme semblait morte. Il n'était plus qu'une bête de somme. La beauté du soleil perçant de flèches d'or, le feuillage ne le frappait plus. L'azur du ciel ne lui murmurait plus rien. Les secrets de la nature et l'immensité du mystérieux univers ne l'attiraient plus. La vie était intolérablement monotone, stupide, amère au goût. Un écran sombre recouvrait le miroir de sa vision intérieure, et sa fantaisie dormait dans une chambre de malade, où ne pénétrait aucun rayon de soleil. Il enviait Joe là-bas au village, traînant ses coudes sur le zinc du bar, ruminant des idées fixes, ressassant de façon inepte d'ineptes choses, oubliant dans son ivresse le lundi matin et l'éreintante semaine à venir. Une 3e semaine s'écoula et Martin se maudit la vie. Le sentiment d'une faillite l'oppressa. Il y avait une raison pour que les éditeurs refusent ses œuvres. Il le voyait à présent, et il se moquait de lui-même et de ses rêves. Ruth lui renvoya ses poèmes de la mer par la poste. Il lut sa lettre, sans manifester aucune réaction. Elle le complimentait de son mieux, mais elle ne savait pas mentir, et il vit de la désapprobation entre les lignes courtoisement élogieuses. Et elle avait raison. Il en fut convaincu en relisant son poème. L'enchantement était retombé, et il se demanda ce qu'il avait pu lui passer par l'esprit quand il l'écrivit. L'audace de sa phraséologie lui parut grotesque. Son lyrisme d'expression monstrueux. Tout était absurde, irréel et impossible. Il aurait sur le champ brûlé les poèmes de la mer s'il ne lui avait fallu pour cela un effort de volonté. Il y avait bien le foyer des chaudières, mais la fatigue de les y porter aurait été grande. Toute son énergie était employée à laver le linge des gens. Il n'en restait plus pour ses affaires personnelles. Il résolut de se ressaisir le dimanche suivant et de répondre à Ruth. Mais le samedi après-midi, quand l'ouvrage fut fini et son bain pris, le désir d'oublier l'emporta. « Je vais aller voir ce que fabrique Joe », prit-il comme prétexte, tout en sachant parfaitement qu'il mentait. Mais il se refusa à l'admettre parce qu'il voulait oublier. Il s'achemina d'abord lentement, comme par hasard, vers le village, augmentant l'allure, malgré lui, à mesure qu'il approchait du café. « Je croyais que tu buvais que de la flotte », dit Joe en guise de bienvenue. Martin, dédaignant de fournir des explications, commanda du whisky et en remplit son verre jusqu'au bord avant de passer la bouteille. « Ne la garde pas toute la nuit », dit-il d'un ton rude. L'autre jouait avec la bouteille et Martin, agacé de l'attendre, avala son verre d'une lampée et le remplit de nouveau. « À présent, je peux t'attendre, » dit-il d'un air renfrogné, mais dépêche-toi. Joe se dépêcha et ils burent ensemble. « C'est le travail qui te fait ça, hein ?» questionna Joe.
Mais Martin ne refusa à toute discussion sur le sujet. « Ah oui, c'est un bel enfer, continua l'autre. Seulement ça me dégoûte de devoir en venir là, Marthe. » Eh bien, voilà, c'est comme ça qu'on y arrive. Martin buvait sans rien dire. Il donnait ses ordres d'une voix mordante et terrorisait le tenancier du bar, jeune campagnard efféminé aux yeux bleus aqueux, aux cheveux séparés par une raie. La façon dont ils nous traitent, nous autres pauvres diables, c'est scandaleux, énonça Joe. Si je me saoulais pas, j'éclaterais et je brûlerais leur cambuse. La boisson, voilà ce qui me sauve, je te jure. Mais Martin ne répondit pas. Quelques tournées de plus, et dans son cerveau, les fantasmagories de l'intoxication se mirent en branle. Ah, voilà qui était de nouveau vivre. La première bouffée de vie qu'il ait aspirée depuis 3 semaines. Ses rêves lui réapparurent. La fantaisie s'évada de la chambre sombre, toute vêtue de flamboyantes clartés, et lui fit signe. Le miroir de ses visions intérieures reflétait de nouveau, transparent comme le cristal, des images éclatantes. L'enchantement et la beauté, les mains entrelacées, lui souriaient. Tout son pouvoir était revenu. Il essaya d'en parler à Joe, mais Joe, toute à ses marottes personnelles, exposait d'infaillibles plans qui devaient lui permettre d'échapper à l'esclavage du blanchissage pour devenir lui-même propriétaire d'une grande blanchisserie à vapeur. « Je vais te dire, Marthe, il y aura pas de gosse à travailler dans ma blanchisserie. Ah non, pas un, parole. Et puis pas une âme ne turbinera après 6 heures du soir, t'entends? Il y aura assez de machines et de monde pour que le travail se fasse à des heures décentes. Et Marthe, tu m'aideras, dis. Je te nommerai surintendant de la boîte, de toute bastringue là, de tout le monde. Maintenant voilà le plan. Je me fais buveur d'eau pendant 2 ans, je fais des économies, et alors... » Martin, se détournant, le laissa faire ses confidences au tenancier du bar. Mais bientôt celui-ci fut appelé pour servir à boire à 2 fermiers qui acceptèrent l'invitation de Martin. Martin fit largesse, invita tous ceux qui entraient, valet de ferme, cocher, l'aide jardinier de l'hôtel, le tenancier du bar et le furtif cheminot qui se glissa comme une ombre dans le bar et comme une ombre se dissimula dans un coin. Le lundi matin, Joe gémit à la première fournée de linge plongée dans la lessiveuse. « Dis donc ! Ne me parle pas !» gronda Martin. « Pardon, Joe » dit-il à midi quand ils allèrent ensemble déjeuner. Des larmes mouillèrent les yeux de l'autre. « Ça va, mon vieux, dit-il. Nous sommes en enfer et nous ne pouvons rien y faire. Seulement tu sais, j'étais à la bonne. Voilà ce qui m'a vexé. Tu m'as plu tout de suite. » Martin lui serra la main. « Si on lâchait ça, suggéra Joe. « Lâchons ça. Faisons-nous cheminot. J'ai jamais essayé, mais ça doit être très facile. Et rien à faire, pense donc, rien à faire. J'ai été malade une fois, la typhoïde, à l'hôpital, et ben c'était épatant. Je voudrais bien retomber malade. » La semaine fut longue. L'hôtel était plein et l'empesage de faim s'accumulait. Ils firent des prodiges. Ils travaillaient tard chaque nuit, dépêchaient leur repas et commençaient même une demi-heure avant le petit déjeuner. Martin ne prenait plus de bain froid. Chaque instant était précieux et Joe, gardien attentif du troupeau, n'en perdait pas un, les comptait et les recomptait comme un avare son trésor. Il peinait fiévreusement, comme une machine forcenée, aidé par ses autres machines, Martin Eden. Un homme. Mais les moments étaient rares où Martin pouvait se permettre de penser. La maison des pensées était close, ses volets fermés, et il en était le sombre gardien. Joe avait raison, tous deux n'étaient que des ombres, travaillant dans les limbes éternelles du labeur. Ou bien était-ce un rêve? Quelquefois, au milieu de la vapeur bouillante, tout en faisant aller et venir les lourds fers sur le linge blanc, il avait l'impression de vivre un rêve. Bientôt, ou peut-être dans un siècle ou deux, il s'éveillerait dans sa petite chambre, près de la table tachée d'encre, et reprendrait sa littérature au point où il l'avait laissée la veille. Ou bien, si ceci aussi était un rêve, la relève de vigie le réveillerait. Il bondirait de sa couchette dans l'entrepont, et secoué par le roulis, il prendrait la barre, et sentirait la fraîcheur des vents alizés caresser sa chair, sous le clair regard des étoiles tropicales. Vint le samedi, et son précaire triomphe de 3 heures. « Je crois bien que je vais aller là-bas boire un verre de bière, dit Joe, de la voix bizarre et désaccordée qui annonçait le coma hebdomadaire. Martin parut soudain s'éveiller. Il ouvrit le sac de cuir des accessoires, huila ses roues et sa chaîne, ajusta sa selle. Joe n'était pas à mi-chemin du bar que Martin le dépassait, penché sur son guidon, pédalant vigoureusement. Il était visiblement décidé à avaler ses 75 km de poussière et de chaleur le plus vite possible. Il arriva à Auckland pour dormir, refit le dimanche les 75 km de retour, et le lendemain matin se remit à l'ouvrage, fatigué. Mais il n'avait pas bu. Une 5e semaine passa, puis une 6e, durant lesquelles il vécut comme une machine. Il ne lui restait plus dans l'âme qu'une toute petite étincelle qu'il forçait, toutes les fins de semaine, à avaler ses 150 km, non pas pour se reposer, mais pour tâcher au contraire d'éteindre cette petite étincelle, dernier vestige de sa vie passée. À la fin de la 7e semaine, malgré lui, mais incapable de résister, il descendit au village avec Joe, et but l'oubli et la joie de vivre jusqu'au lundi matin. Puis il refit un samedi les 150 km
effaçant l'engourdissement de sa trop grande fatigue par une fatigue encore plus grande. Au bout de 3 mois, il retourna au village avec Joe. C'était la 3e fois. Il but, oublia, revécut, et soudain éclairé, vit la brute qu'il allait devenir. Non par la faute de la boisson, mais par la faute du travail. La boisson n'était que l'effet, non la cause. Elle succédait inévitablement au travail, comme la nuit succède au jour. Ce n'était pas en devenant une bête de somme qu'il gagnerait les sommets, lui chuchotait le whisky à l'oreille. Et il approuva la vie. Le whisky était sage et connaissait bien son œuvre. Il demanda du papier, un crayon, à boire pour tout le monde, et pendant qu'on buvait à sa santé, il s'appuya au bar et gribouilla quelque chose. « Un télégramme, Joe, dit-il. Lis. » Joe lut d'un œil vague, comiquement torve, mais ce qu'il lut le dégrisa. Il regarda Martin avec désespoir, des larmes jaillirent de ses yeux et descendirent le long de ses joues. « Tu vas pas me planter là, Marthe ?» interrogea-t-il d'un ton lamentable. Martin fit signe que oui, et pria le garçon de porter le télégramme à la poste. « Ah, non !» bredouilla pâteusement Joe. « Laisse-moi réfléchir. » Il se cramponna au bar, les jambes flageolantes, tandis que Martin, un bras autour de lui, le maintenait en équilibre. « Dis !»« 2 blanchisseurs, dit-il brusquement. « Voilà qui est décidé. »« Pourquoi veux-tu quitter ?» demanda Martin. « Pour la même raison que toi. »« Mais je vais m'embarquer, t'y connais rien, toi. »« Non !» répondit Joe. « Mais je peux prendre la route. Parfaitement. Parfaitement. » Martin le regarda attentivement un instant, puis s'écria. « Bon Dieu, bah t'as raison. Mieux vaut être cheminot que bête de sonne. Au moins tu vivras, mon vieux, et ce sera bien la première fois que ça t'arrivera. »« J'étais une fois à l'hôpital, hein, corrigea Joe. C'était épatant. La typhoïde, je t'ai dit. » Martin changea la rédaction du télégramme, mit 2 blanchisseurs, et Joe poursuivit. « À l'hôpital, j'ai jamais eu envie de boire. C'est drôle, hein. Mais quand je trime comme un esclave toute la semaine, il faut que je me saoule. T'as pas remarqué que les cuisiniers boivent comme des trous? Et les boulangers, alors, pouf, c'est le travail, hein. Ils peuvent pas faire autrement. Là, laisse-moi payer la moitié du télégramme. »« Ah, on va le jouer !» offrit Martin. « Allez, pour tout le monde à boire !» cria Joe, pendant que les dés roulaient sur le zinc poisseux. Le lundi matin, Joe était fou d'impatience. Il ne s'occupait pas de sa migraine et ne s'intéressait guère à son travail. Les instants se perdaient par troupeau, tandis que leur gardien inattentif regardait par la fenêtre le soleil et les arbres. « Regarde, regarde !» s'écria-t-il. « Tout s'arrête à moi. Entrée libre. Je peux me coucher sous les arbres et dormir 100 ans si ça me plaît. Pas. Allez, Marthe, filons. À quoi bon attendre 1 minute de plus? En voiture. Pour le pays de la flamme éternelle. J'ai mon billet. Puis c'est pas un billet d'aller-retour, je te jure. » Quelques instants plus tard, en remplissant la cuve de linge sale, Joe aperçut la chemise du patron de l'hôtel. Il en connaissait la marque. Dans un accès d'indépendance frénétique, il la jeta sur le sol et la piétina. « Je voudrais que tu sois dedans, sale gros Hollandais !» hurla-t-il. « Dedans et sous mes pieds, tiens, saligo ! Arrête-moi, je fais un malheur. » Martin, en riant, lui fit reprendre son ouvrage. Le mardi soir, les nouveaux blanchisseurs arrivèrent, et le reste de la semaine se passa à les mettre au courant. Joe, assis, expliquait sa méthode, mais elle ne travaillait plus. « J'en fous plus une rame !» annonça-t-il. « Qui me foutent à la porte s'ils veulent? Mais s'ils le font, je m'en vais illico. Très peu pour moi, merci bien. À moi les routes, les prés, les siestes à l'ombre sous les arbres. Allez les esclaves, ça va bien, parfait. Trimez, suez, et puis quand vous serez morts, vous pourrirez comme moi. D'abord, qu'est-ce que ça peut faire que vous viviez ou non, hein? Dites. » Le samedi, on les paya, et ils se dirent adieu. « C'est pas la peine que je te demande de changer d'idée et de courir les routes avec moi, » interrogea Joe, désespérément. Martin secoua la tête. Il s'apprêta à enfourcher sa bicyclette. Ils se serrèrent la main. Joe retint la sienne un instant, puis dit « Je te reverrai, Marthe, avant qu'on meure tous les deux. C'est certain, je le sens. Salut, Marthe. Je t'aime rudement, tu sais. » Silhouette désolée plantée au milieu de la route, il attendit que Martin eût disparu au tournant. « C'est un bon zig, ce gras. Un bon zig. » Puis il s'achemina lentement vers les citernes. Une demi-douzaine de réservoirs vides attendaient sur le bas-côté, les convois montant.